Государственного Эрмитажа, одного из крупнейших музеев мира. Nous continuons notre projet consacré à l'anniversaire de l'Ermitage d'État, un des plus grands musées du monde. И сегодня мы проводим нашу вторую встречу этого проекта. Et aujourd'hui, nous organisons une deuxième rencontre de ce projet. Но прежде чем передать слово нашему эксперту сегодня, я хотела бы сделать несколько технических замечаний. Mais avant de passer la parole à notre experte qui va nous accompagner aujourd'hui, je voudrais faire quelques précisions techniques. Наша встреча пройдет на русском языке, и видео тоже будет на русском языке, в отличие от прошлого раза, с синхронным переводом на французский язык. Notre rencontre aujourd'hui va se dérouler en russe et la vidéo sera aussi en russe avec une traduction simultanée en français. Для тех, кто хочет продолжать слушать нас по-русски, вы можете ничего не делать, если вы слышите сейчас мой русский язык, или выбрать русскую дорожку, нажав на иконку с изображением глобуса внизу справа вашего экрана. Pour ceux qui veulent nous suivre en français, vous pouvez cliquer sur l'icône du globe en bas à droite de votre écran et choisir la piste française. Attention, pour couper le son russe, pour qu'il ne vous dérange pas, pour écouter que la traduction, il faut choisir l'option couper le son de l'original. Dans ce cas-là, vous allez écouter uniquement la traduction française. А теперь я с удовольствием передаю. Et maintenant, avec un grand plaisir, je vais passer la parole à notre experte d'aujourd'hui, notre guide, Madame Yulia Plotnikova. C'est notre chercheur principal du département de l'histoire de la culture russe de l'Ermitage. Elle est docteure en histoire, Yulia Vladimirovna, qui va nous parler aujourd'hui du sujet de cette réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle que avec un grand plaisir, elle répondra à vos questions, à vos commentaires. Pour poser votre question, vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit lever votre main en appuyant sur l'icône en bas de votre écran Zoom et là, vous pourriez poser votre question à voix haute ou faire votre commentaire à voix haute, mais il serait plus simple d'écrire votre question dans le chat ou dans la partie questions et réponses. Et d'ailleurs, je vois déjà une question qui a été déjà saisie. Mais tout d'abord, on va passer la parole à Yulia Vladimirovna et avec un grand plaisir, on va suivre le guide dans la vidéo qui a été présentée aujourd'hui, qui va être présentée aujourd'hui. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, d'accord. Donc, l'exposition dont on va parler aujourd'hui, Otma et Alexei, a été consacrée aux enfants du dernier empereur russe Nicolas II. Elle montrer le temps sans souci de la jeunesse de ces enfants avant la révolution avec la guerre. Et donc, les événements tragiques n'ont pas été reflétés dans cette exposition. Les filles de l'empereur étaient très unies. Ils avaient juste 2 ans de différence. Et donc, ils utilisaient les premières lettres de leur prénom c'est ainsi qu'est née cette abréviature Otma. Ça signifie Olga, Tatiana, Marie et Anastasie. Donc, il y a eu 2 couples parmi ces enfants, le couple plus aîné et le couple plus petit. Donc, le couple plus grand, c'est la princesse Olga et Tatiana, qui était née en 1897, mariée en 1899 et Marie en 1901. Et quelques années plus tard, le prince Alexei est né. Je voudrais également dire que toutes les pièces de l'exposition sont des
pièces mémoriales. Donc, il n'y a pas de pièces. Euh, en fait, toutes ces pièces appartenaient aux enfants de l'empereur. Certaines de ces pièces ont été envoyées à l'Ermitage, des vestiaires de Palais des Verts, également du Palais Alexandrovski, dans Tsarskoye Selo. Il faut dire que dès le début de leur mariage, la famille de l'empereur vivait de temps en temps dans le Palais des Verts. Et à partir de 1904, à partir de la date de naissance d'Alexei, ils se sont mis, en fait, ils ont commencé à vivre dans le Palais des Verts. Et donc, après la Révolution, la famille de Tsar a été exilée. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont restées dans le palais, dont certains ont été vendus ou transférés aux orphelinats. En 1918, euh, euh, dans les endroits où vivait la famille de l'empereur, le musée de Romanov a été créé. En 1931, la partie des enfants a été démantelée et les vêtements des pièces ont été envoyés dans le musée de l'ethnographie des peuples de l'URSS. Et à partir de cet endroit-là, en 1941, juste avant la guerre, ils ont été transférés dans le département de l'histoire de l'Ermitage et les livres des enfants ont été transférés dans la bibliothèque publique de Moscou et la plupart des jouets ont été envoyés dans le musée des jouets à Sergeïev Posad. Et les mêmes pièces qui étaient gardées dans le musée euh, de Tsarskoye Selo ont été évacuées et comme cet endroit a été pris par les nazis, après la guerre, ont été transférés dans le musée. Et donc, pour cette exposition, le Tsarskoye Selo a proposé quelques pièces. Comme il serait difficile de décrire les caractères des enfants en jugeant juste par leurs choses par leur possession, il y a eu quelques pièces de l'autre exposition de Moscou. Donc, et on pouvait reconnaître dans certaines de ces pièces certaines pièces authentiques. Ils étaient mis de telle façon que on pouvait voir sur la photo, par exemple, que l'enfant était porté, par exemple, le costume qu'il portait et également on pouvait voir les photos faites par à la fois les parents et les enfants même. Il faut dire que toutes les quatre sœurs étaient passionnées comme leurs parents par la photo. Chacune d'elles avait leur propre appareil photo Kodak qu'elle utilisait pour faire des centaines de photos et ensuite elle les collait dans leur album. Deux de ces albums des grandes princesses ont été exposés pendant l'exposition et le prince Alexei n'était pas passionné par des photos et dans ces albums, on pouvait trouver les photos de ses sœurs. En fait, les dessins enfantins étaient quelque chose d'unique qui ont été présentés pendant l'exposition. Également, les cartes faites par les enfants, les travaux éducatifs, et également les journaux de tous les 5 enfants. Donc, c'était pas vraiment des journaux, mais c'était comme des agendas pour les enfants, des enfants, parce que
Ça a commencé de l'époque de l'empereur Nicolas Ier. Les enfants étaient obligés d'écrire tous les événements de leur vie quotidienne dans ces journaux. Et donc, il est intéressant de comprendre que, par exemple, les sœurs aînées, Olga et Tatiana, étaient des bonnes élèves. Elles étaient ce qu'on considérait en 19e siècle était parfaite. Et la sœur Marie a été moins bonne que ses sœurs. Elle aimait bien dessiner, elle n'aimait pas trop apprendre. Et Anastasie, la sœur cadette, elle n'aimait pas du tout apprendre. Elle disait que les cours étaient ennuyeux. Elle ne les aimait pas. Elle était très active, mais en revanche, elle jouait des rôles comiques dans les spectacles familiaux et elle était très... c'était une leader. Le prince Alexei était un élève très prometteur, mais malheureusement, il était malade d'hémophilie. Donc, souvent, il devait faire des coupures dans ses cours. Donc, maintenant, vous allez voir beaucoup de choses dans cette vidéo qui va suivre. Je voudrais juste remarquer le travail de designer de cette exposition que vous allez voir, c'est Monsieur Suchkov. Et les vitrines et les décors représentent comme des maisons d'enfants faits par ces enfants du papier blanc. J'espère que cette visite virtuelle sera intéressante pour vous et je serai contente de répondre à la plupart de vos questions après la fin de cette vidéo. Donc maintenant, on peut visionner notre film. Bonjour, chers amis. Je vous salue dans notre Hermitage en ligne. C'est notre première excursion pendant cette exposition qui s'appelle Otma Alexei, les enfants du dernier empereur russe. Pour ceux qui ne savent pas encore, Otma, c'est l'acronyme de première lettre des enfants de l'empereur russe, Olga, Tatiana, Maria et Anastasie, et leur frère Alexei. Et donc, cette exposition est consacrée à ces 5 enfants, à leur jeunesse et jusqu'à 1914, si je ne me trompe pas. Et donc, dans le cadre de cette rubrique, le choix du commissaire, on va faire ce tour avec le commissaire de la culture russe, Madame Plotnikova. Donc, comme cette exposition suit le principe thématique et temporaire, on va commencer avec la première vitrine où on voit les vêtements des sœurs des Ottomans. Donc, la première pièce, c'est la robe qui appartenait à l'impératrice Alexandra Fyodorovna, dans laquelle elle portait cette robe étant enceinte. On peut voir le lassage sur les côtés et comme le corps changé de l'impératrice enceinte, ce lassage est changé. Ensuite, pardon, je pense que j'ai un problème technique. On est désolé, on a quelques problèmes techniques dans la vidéo.
On va le remettre, juste attendez quelques instants, merci. Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире Эрмитаж онлайн. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, on va commencer notre première exposition de l'Ermitage qui s'appelle Otma et Alexei, les enfants du dernier empereur russe. Pour ceux qui ne savent pas encore, Otma, c'est l'acronyme de première lettre des enfants, de prénoms des enfants, Otma, Tatiana, Marie et Anastasie et leur frère Alexei. Et cette exposition consacrée à ces 5 enfants, à leur enfance, à leur jeunesse jusqu'à 1914. Et ici, on va se promener dans le cadre de cette rubrique Le choix du commissaire avec la chercheuse principale, Madame Yulia Plotnikova. Et donc, je vais vous passer la parole, Yulia. Et donc, comme cette exposition suit le principe temporaire et thématique, on commence avec la première vitrine. On peut voir les habits des sœurs des Otma. Et on commence avec la première pièce, c'est la robe appartenant à l'impératrice quand elle était enceinte. Donc, quand elle est enceinte de Tatiana Nikolaevna, la grande princesse. Dans cette robe, on a de lassage, et donc comme sur les côtés, et comme le corps changeait, ces lassages pouvaient être changés. Ensuite, on peut voir les robes des enfants, les robes anglaises, les robes longues, parce que à partir du 19e siècle en Angleterre, il n'était pas commun de linger les enfants, les bébés d'une façon très serrée. On considérait que c'était pas bon pour leur santé. Et donc, comme Alexandra Fyodorovna, l'impératrice, était à moitié anglaise, elle se sentait anglaise et non pas une Allemande, elle suivait les principes anglais de l'éducation de ses enfants. Donc, le durcissement physique, donc les enfants étaient bien suivaient le principe du durcissement et étaient légèrement habillés, même pendant l'hiver, ce qu'on peut voir sur les photos. Et ici, dans cette vitrine, on peut voir des pièces très intéressantes. Par exemple, les chaussettes tricotées et une veste qui ont été tricotées par l'impératrice elle-même, parce que selon les mémoires, elle aimait beaucoup tricoter, et surtout pour ses futurs enfants, elle tricotait toujours elle-même. On a même une photo qui montre cette veste, ce gilet. On peut voir comment cela a été tricoté. Et ici, on peut voir également un gilet pour le bébé qui appartenait à Anastasie. On peut voir la date 1901. C'est l'année où la grande princesse a été née. Ensuite, on va passer à la vitrine suivante qui nous montre une photo vivante d'un album qu'on peut voir ici même, où on peut voir la grande princesse Olga dans le salon de la Nijnia Dacha, c'est la dacha du bas à Saint-Pétersbourg. On peut voir même la photo de cette dacha qui n'existe plus de nos jours, même s'il y a des travaux de construction ont été commencés pour la restaurer, faire renaître. Et ici dans la vitrine, on peut voir les meubles authentiques du salon qui
lequel ces meubles on peut retrouver sur les photos dans cette vitrine même. On peut voir ce meuble pour le gramophone et le fauteuil avec les coquelicots. Et donc, on peut retrouver la robe même qui est représentée sur la photo. Donc, c'est vraiment étonnant que ce sont des choses et les pièces de notre exposition permanentes. Oui, ces pièces sont de l'exposition du département principal de l'exposition du moderne. Et les conservateurs, en fait, nous les ont proposés. Merci beaucoup à tous les collègues pour voir toutes ces pièces presque dans une situation originale. Toutes ces photos nous ont été proposées gentiment par l'archive de l'État de la Russie. Certaines photos sont des photos officielles qui ont été faites par un photographe professionnel. Et certaines photos, donc pratiquement la plupart des photos, ont été prises des albums de princesses parce qu'on a beaucoup de ces albums qui ont été encore conservés, énormément de ces albums, et dans certains d'entre eux, on peut retrouver un millier de photos dans un seul album. Donc, il y en a vraiment énormément. Par exemple, si dans le même temps, les sœurs qui étaient assez grandes déjà, elles collaient leurs photos dans leurs albums, dans leurs agendas, leurs journaux intimes, elles collaient les photos. Et donc, on a quelques redoublages de ces photos, même, mais cela ne réduit pas leur valeur parce que elles sont une certaine illustration de cette exposition. Elles redonnent de la vie à cette exposition et permettent de comprendre comment ces pièces ont été portées, comment elles ont été utilisées par les enfants de l'empereur. Par exemple, cette petite photo ici en bas de la grande princesse Olga, de la grande princesse Anastasie, Marie et Tatiana, et qui sont dans le salon mauve du palais Alexandrovski. Et la petite Anastasie porte cette robe, présentée ici même. C'est cette robe-là. Donc, nous avons cette photo et cette robe authentique. Ici, on peut voir les jouets des grandes princesses. Toutes les poupées sont allemandes, mais elles ont été assemblées en Russie. Comme par exemple, on peut voir une poupée dans le costume national russe et les autres poupées portent des robes françaises, mais les poupées mêmes sont allemandes, produites en Allemagne. Et encore, on voit les vêtements pour les poupées qui faisaient partie de la dot des princesses. Ici, on a également une exposition multimédia, et donc on entend la musique. On peut pour l'instant laisser la musique jouer. Ensuite, comme les filles grandissaient, ici, cette vitrine est consacrée aux uniformes d'Alexei, le prince, et également les uniformes d'Olga, Tatiana et Maria. Et donc, le prince était un militaire depuis le premier jour de sa naissance. Il était le chef de nombreux régiments. C'est difficile de les énumérer tous maintenant. Et concernant les grandes princesses, chacune était de chef d'un régiment et ces régiments étaient très fiers de ces chefs.
Et cet uniforme avec cette veste bleue et avec la jupe et l'uniforme de Olga. Et cet uniforme avec le jaune et un bleu foncé, c'est l'uniforme de Tatiana et c'est l'uniforme de régiment de Voznesensky. Oulanski, malheureusement, n'avons pas de jupe. Et nous avons également ici le troisième uniforme. Sans la jupe, c'est l'uniforme de Maria. Et donc, comme les régiments étaient très fiers par sa chef Olga, et même dans leur chanson du régiment, on mentionne que le nom de Olga qu'on conserve, on chérit le nom de Olga et le nom de Olga est la loi pour nous. En fait, ce sont des vers de leur chanson militaire. Donc, il appréciait beaucoup ce fait. Et je pense que cet uniforme pour les femmes, il suscite beaucoup plus d'intérêt que les uniformes masculins. Pour imaginer comment les princesses portaient ces uniformes, on peut voir ces photos. Il faut dire que toutes les princesses étaient des très bonnes cavalières. Elles savaient très bien monter le cheval. Et en 1913, pendant les parades, l'empereur Nicolas II pardon. Peut-être qu'on quelques problèmes techniques. Désolé, ne vous déconnectez pas. On va en fait continuer notre tour avec cette vidéo dans quelques instants. Donc, c'est encore la chanson des militaires qui mentionnent le prénom d'Olga pour confirmer qu'ils étaient très fiers qu'Olga était leur commandante. Bien sûr, ces robes... En fait, ces uniformes féminines suscitent beaucoup plus d'intérêt que les uniformes masculins. Donc, pour vous montrer à quoi ressemblaient ces uniformes sur les grandes princesses, on peut voir ces photos. Il faut le dire que toutes les princesses savaient bien monter les chevaux et elles étaient des bonnes cavalières. Et pendant les parades de 1913, l'empereur Nicolas II, selon les mémoires, pour la première et la dernière fois, elle les a vues dans ces parades. Elle, en fait, participait dans ces parades et donc on peut les voir sur cette photo, les princesses. À côté, on peut voir les robes non officielles. Ce sont les robes, on ne peut pas dire qu'elles sont des robes de soirée, c'est plutôt des robes de l'après-midi qui appartenaient
aux grandes princesses Olga, Tatiana et Maria. Pourquoi on peut dire avec certitude que cette robe bleu clair était à Olga et celle-là rose à Maria. Et on sait que depuis très longtemps, Alexandra Fyodorovna, l'impératrice, habillait ses enfants dans les mêmes robes. Donc, il y avait juste la longueur des robes qui était différente. On peut voir cela sur les photos. Sur la photo ici. Et il fallait quand même faire la différence parmi ces robes parce que les sœurs étaient pratiquement du même âge avec environ 2 ans de différence d'âge. Et sur la robe de Olga, il y avait en fait un marquage fait en soie de l'intérieur. Il y avait un petit bâton de l'intérieur et sur la robe rose, on peut voir 3 petits bâtons de partie antérieure. Donc, la première avait le numéro 1, la troisième 3, le numéro 3. Et donc, il y avait 4 robes de ce genre et 4 robes roses. Mais nous avons seulement une seule qui a été préservée. Et donc, il est très probable que cette robe, celle-ci, a été héritée. Donc, parce que ici sur la photo, on peut voir Olga et Tatiana qui sont vêtues du même manteau. En fait, c'est le manteau. Donc, ils sont les grandes princesses sur les escaliers du palais. Et bien sûr, c'est costumes de carnaval, du théâtre attirent beaucoup d'attention. C'est un costume de déguisement d'Arlequin. On ne peut pas dire à qui appartenait ce déguisement, mais ce caftan, on sait à qui ça appartenait parce que grâce aux mémoires du prof de français Pierre Gériard qui a été publié au début des années 20 à l'étranger, on sait que dans ces mémoires, il y avait une photo sur laquelle Maria, la grande princesse, avec Anastasie, joue une scène de Molière. Et justement, ce caftan portait Maria Nikolaevna sur la photo. La photo n'est pas simple et comme n'est pas simple son histoire, et justement, quand les filles jouaient cette scène, Pierre Gillière était le souffleur. Et après que cette scène a été finie, il est sorti dans le couloir. Il faut dire que tout cela a eu lieu dans le palais en Pologne, où la famille de l'empereur venait pour la chasse. Et c'était en 1912. J'avais oublié de vous le dire. Et c'est juste à cette époque-là, le prince Alexei s'est heurté la jambe d'une barque. C'était un accident. Et comme vous peut-être le savez, que le prince souffrait d'hémophilie toute sa vie. Et donc, il a eu une grosse hémorragie qui a commencé pratiquement tout de suite après cet accident. Il y avait les médecins de Saint-Pétersbourg qui étaient arrivés, mais ces efforts n'ont abouti à rien. Au début, il criait de douleur, après, il juste disait « Mon Dieu, aide-moi ». Et l'impératrice Alexandre a beaucoup souffert parce que c'était elle à l'origine de cette maladie de son fils. Et donc, et quand Gillière est sorti dans le couloir, il a vu comme l'impératrice Alexandre est partie dans la chambre d'Alexei où on entendait
souffrance, mais la vie dehors continuait, tout le monde riait, rigolait, et juste il a remarqué le regard de l'impératrice, le regard entre elle et l'empereur. Et c'est comme ça qu'il a compris la tragédie de cette famille. Et juste derrière cette scène, il y avait cette maladie horrible qui a été cachée de tout le monde par l'empereur et l'impératrice. Et à ce jour-là, cette maladie avait atteint son culmination et l'enfant était presque à bout de la mort. Et Alexandre a envoyé une télégramme à Rasputin qui était en Sibérie. Il a dit que le Dieu a entendu tes prières, le petit survivra. Et depuis ce moment-là, l'enfant a commencé à aller mieux. Et c'est un fait qui a été confirmé par de nombreux mémoires. Après cela, Alexei avait mal à sa jambe, il ne pouvait pas la plier, il y a eu quelques applications debout, il y a eu même un vélo qui a été créé pour lui pour travailler cette jambe. Et quand on voit le film de l'anniversaire, 300e anniversaire de la famille de Romanov, on voit Alexei qui est porté dans les bras d'un cosaque. Et pourquoi il a été porté? Parce qu'il était encore malade. Mais bien sûr, personne n'expliquait pourquoi un grand enfant, en fait, il avait déjà 9 ans, pourquoi il a été porté dans les bras. Et bien sûr, c'était un peu bizarre et le public ne comprenait pas pourquoi. Et donc, c'est juste ce cafetan-là qui nous raconte toute cette histoire qui était derrière. En effet, sans le guide, il ne serait pas très intéressant de voir tous ces habits, et c'est pour ça qu'on vous invite à notre exposition avec le guide. Nous avons aujourd'hui le commissaire de cette exposition, Madame Plotnikova, qui a beaucoup d'informations qui ont été cumulées par elle depuis de nombreuses années. Nous avons mentionné Pierre Gilliard, et donc la dernière pièce qu'on voulait vous montrer est liée à cette personne. Je voudrais vous raconter qui il était. Donc, il était en Suisse d'origine. Il a été recruté comme prof de français pour les grandes princesses, mais quand il a été recruté, il a fait un test aux grandes princesses pour vérifier leur niveau de français et donc il était choqué parce que les princesses parlaient mal. Et donc c'était un non-sens à l'époque, mais cela a été lié au fait que les princesses n'avaient pas leur gouvernante dans l'entourage, une personne qui leur apprendrait le français. Et donc, le nouveau professeur a commencé à leur apprendre d'une manière assez intense le français. Et donc, Marie est devenue une très bonne élève qui faisait tout ce qu'il fallait faire. Donc, elle avait, on peut dire, même une note 20 sur 20. Tatiana Nikolaevna, une autre princesse, était aussi une bonne élève, mais Olga était la meilleure. Elle faisait des bonnes expositions, les compositions selon Gilliard. Et Maria était, en fait, elle était un peu moins bonne élève. Et pour Alexei, il y a eu quelques problèmes parce que l'enfant ne pouvait pas périodiquement suivre les études à cause de sa maladie, et il a dû affronter quelques caprices du prince. Et petit à petit, progressivement, il est devenu non pas le professeur, mais l'éducateur, même si ce n'était pas son rôle officiel. Mais selon de nombreuses lettres,
qui sont encore conservées dans l'archive d'État de la Russie. Il a eu une grande influence sur l'éducation d'Alexei. Ici, on peut voir également ces pièces-là. Il faut dire que beaucoup de pièces nous ont été proposées par le musée de Tsarskoye Selo. Et c'est deux porte-cigares et la caméra du Kodak appartenait à Pierre Gilliard. Et c'est juste cette caméra, la même caméra avait toutes les princesses, justement ce modèle-là. Et donc, par ces caméras ont été faites la plupart des photos, oui. Et comme nous n'avons pas toutes les caméras conservées, celle-là appartenait à Gilliard et qui a été en fait apportée comme cadeau par par la famille de Pierre Gilliard plus tard. Donc ici on voit Pierre Gilliard lui-même. Donc ici, le dernier à gauche, c'est Pierre Gilliard. Ensuite, Alexei Nikolaïevitch, Gibbs, le professeur d'anglais, et Piotr Petrov, qui est le professeur du russe et de la littérature, qui était très proche à tous les enfants, qui correspondait avec eux. Mais malgré le fait qu'il leur enseignait, il les éduquait, les aidait. Par exemple, parfois, il lui écrivait, envoyez-nous un album pour dessiner, le papier pour dessiner, les peintures. Donc, c'était pas une relation très formelle comme entre les élèves et le professeur. Il est devenu comme un mentor pour eux. Merci beaucoup, Yulia, chers spectateurs. C'était notre première exposition. Cette exposition est formidable. On peut y passer des heures, mais il vaut mieux avoir un guide. Et merci beaucoup à Yulia pour cette excursion. Donc, c'est notre première excursion avec nos deux commissaires, dont nous avons vu le premier commissaire Yulia Plotnikova. On vous invite tous à cette exposition. Vous pouvez acheter votre billet pour l'exposition en personne et sur le site de l'Ermitage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yulia Valerievna. Cette vidéo excursion a été préparée par Madame Plotnikova, la chercheure principale du département de l'histoire et la culture russe de l'Ermitage. Et maintenant, on espère qu'elle va se connecter et pour répondre à nos questions. Malheureusement, la vidéo a été coupée, mais on va vous remettre la caméra. Donc aujourd'hui, je suis désolée, cette rencontre techniquement elle est un peu compliquée aujourd'hui. On va vous connecter la caméra. Bon, finalement, on y arrive. On vous remercie beaucoup pour cette excursion très intéressante. Je voudrais vous rappeler qu'on ne parle pas de l'exposition permanente, mais c'est une exposition qui a eu lieu en 2023 et a été composée de pièces qui ont été conservées dans plusieurs musées. Donc, ce que vous avez vu et dont vous avez parlé aujourd'hui, Yulia, nous n'allons pas le voir nulle part ailleurs parce que cette exposition a été terminée, sauf si elle va être réorganisée.
Et donc, nous avons eu de la chance parce que nous avons eu une vidéo et nous avons justement une question. On peut peut-être commencer notre discussion. Donc, est-ce que Alexei a été traité de sa maladie? Est-ce que... Non, malheureusement, non. Il n'a pas été guéri. Et l'hémophilie, c'est une maladie héréditaire. Elle ne passe pas avec le temps. Elle est incurable. Peut-être avec le temps, ces crises devenaient plus faibles, mais encore, l'histoire ne n'en dit pas. On ne peut pas trouver ces informations-là. Et même pendant l'exil, il était malade déjà. À Ekaterinbourg, il était malade. Et c'est pas l'hémorragie qui, en fait, c'était l'hémorragie interne qui était très difficile à supporter parce que ça donnait de grandes douleurs. Pauvres enfants et pauvres parents. Posez vos questions et pendant ce temps-là, je vais utiliser ce temps-là pour vous poser la question. Et parmi ces uniformes des grandes princesses, les uniformes militaires que vous nous avez montrés, je n'ai pas vu l'uniforme du prince. En fait, dans cette exposition, il y a eu énormément d'uniformes de princes, des régiments différents. Peut-être ici, en fait, nous n'avons pas reflété ce fait, mais en vérité, on ne peut pas en fait revenir en arrière pour vous montrer les uniformes du prince. Peut-être je pourrais montrer un catalogue, mais peut-être pour les spectateurs, ça ne va pas être très pratique. Mais là, il y avait toutes les pièces de cette exposition et il y avait même une dizaine d'uniformes, peut-être même plus, du Grand Prince Alexei. Sauf ceux qui sont conservés à l'Ermitage, il y avait également les uniformes en fait offerts pour l'exposition par Tsarskoye Selo. Il y avait également une photo sur laquelle, mais malheureusement, peut-être vous n'allez pas très bien voir ce que je vais vous montrer ici devant l'écran. Mais on peut essayer. Il serait vraiment bien si, Yulia, si vous pouvez nous envoyer le lien pour ce catalogue. En fait, je ne sais pas si ce catalogue il est en ligne ou peut-être quelques pièces. Donc, ça, c'est le catalogue. C'est en fait la première page. Concernant les uniformes, voilà, ce sont les deux uniformes enfantines de l'empereur Nicolas II. Et donc, c'est l'uniforme. Donc, on peut voir les deux, l'empereur avec son fils habillés de ses uniformes, tous les deux. Et pourquoi je vous le dis ça? L'uniforme du prince est conservé dans l'Ermitage et l'uniforme de Nicolas II est conservé dans Tsarskoye Selo. Et pour la première fois, ces deux uniformes ont été réunis pendant une exposition. Mes collègues, dans le chat, ont envoyé le lien pour ce catalogue.
Donc, tous les participants, vous pouvez aller dans le chat pour y accéder au lien, pour voir toutes les pièces de cette exposition. C'est pas par hasard que je vous ai posé la question concernant l'uniforme d'Alexis, parce que l'un de ces uniformes officiels est conservé à Bruxelles. Et les participants de cette réunion peut-être le savent. En 1936, quand il y a eu une possibilité réelle de l'occupation de Paris par les nazis, de Paris à Bruxelles ont été transférées en fait les collections des musées avec l'escadre de Wrangel. Donc, les trésors de l'armée russe ont été transférés à Bruxelles en 1936 depuis Paris. Et dans le musée royal de l'armée et l'histoire militaire a été organisée une salle de trésors russes qui fait partie de l'exposition permanente du musée et où on peut retrouver les pièces de ces musées militaires, les cadeaux de l'empereur, les reliques différentes, y compris quelques uniformes officiels en fait des empereurs, dont l'uniforme de Kazakh d'Alexei et également l'uniforme du dernier empereur, Nicolas. Donc, dans cet égard, il y a eu un lien entre votre exposition et avec la Belgique, avec Bruxelles. Et il y a encore une question qui est liée à la mienne. Certaines pièces de l'Ermitage, est-ce qu'ils sont exposées dans d'autres musées du monde et quand ou est-ce que ces pièces ne quittent pas l'Ermitage? Oui, bien sûr, et ces pièces ont été exposées et plusieurs fois. En 1999-2000, il y a eu une grande exposition de Nicolas et d'Alexandre qui a été organisée dans les villes américaines. Et justement, cette exposition-là, Otma et Alexei, on l'a planifié, on l'a prévue pour Amsterdam. Et à cause de certains événements, naturellement, elle a été repoussée, peut-être pour toujours. Et Mikhail Piotrovski, comme elle a été déjà préparée, elle a décidé, le directeur, de l'organiser dans les salles de l'Ermitage. Donc, cette exposition, vous aurez pu la voir au centre d'Amsterdam. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire à Amsterdam, il y a eu une filiale de l'Ermitage pendant plusieurs années. Et c'est le commissaire, Madame Dotsenko, de nos soirées de l'Ermitage au musée russe. Elle était responsable, Madame Dotsenko, pour cette exposition. Et malheureusement, ce centre à Amsterdam, il a été fermé et ensuite réorganisé pour un autre musée. Et donc, nous avons encore plus de chance parce que nous avons vu cette exposition qui a dû avoir lieu en Amsterdam et maintenant, nous l'avons vue ici à Bruxelles pendant cette visite virtuelle. Encore une question de l'un de nos participants. Je pense qu'il est bien passionné par la vie de tsar. Est-ce que les princesses communiquaient et le prince communiquait avec d'autres enfants? Oui, mais très peu en vérité. Et justement, je parle de cela dans le catalogue. Ici,
En fait, notre participant qui a posé cette question suit le lien, il va avoir toutes ces informations. Malheureusement, comme les principes de l'éducation des enfants a été créé par l'impératrice même, et selon ces principes, les enfants devaient communiquer le moins possible avec d'autres enfants, y compris avec leurs cousins, pour ne pas être influencés mal par ces autres enfants. Et bien sûr, cela n'a amené à rien de bon. Et Julière également, et d'autres, l'éducateur, disaient que le prince Alexei en fait, a manqué l'entourage de ses pères. Parce que, par exemple, il jouait avec les enfants de son oncle. Mais quand même, c'était... en fait, et ces enfants de son oncle étaient les enfants d'un matelot. Et quand même, il y avait une différence quand même entre ces deux familles. Et donc, le niveau de communication n'était pas le même. Et la même chose, on peut dire des filles. Et juste après qu'elles sont devenues assez grandes, Olga a eu une copine proche, et Margarita. Elle l'appelait Rika. Elle était très proche avec cette fille. Et autrement, tous les enfants communiquaient la plupart que entre eux. Donc, c'était pas forcément très bon et très bien pour eux. Oui, en effet, il y a eu quelques complexités. Peut-être ils ne connaissaient pas certaines choses de la vie quotidienne. Par exemple, si on lit les mémoires, c'était un peu plus tard, quand elles étaient grandes déjà, elles venaient à l'hôpital pour faire, en fait, visiter les blessés. Et en fait, elle travaillait comme infirmière et pour Olga, c'était d'ailleurs très difficile. C'était pas quelque chose compatible avec sa personnalité. Et pour Tatiana, c'était facile. Et on disait qu'elle aurait pu devenir l'infirmière militaire parce qu'elle participait aux opérations chirurgicales, au changement de bandage. Et donc, Olga, elle avait de malaise dans les hôpitaux, mais pour l'autre, pour sa sœur, ça allait très bien. Et donc, les sœurs venaient dans l'hôpital et elles s'asseyaient, pardon, et elles devaient parler avec les blessés. C'était des officiers et elles disaient qu'il était très difficile de parler à ces personnes-là. Et juste pour les personnes très bavardes, parmi ces officiers que, en fait, était facile de parler aux princesses. Les personnes, pardon, les princesses, on peut pas dire qu'elles étaient coincées, mais il n'y avait pas de thème commun sur quoi parler avec ces personnes. Donc, ensuite, il y avait même une des sœurs a eu même une histoire personnelle d'amour avec un de ces militaires. En fait, elles sont tombées amoureuses même dans plusieurs officiers. Et Olga, même malgré sa sévérité extérieure, Olga tombait facilement amoureuse. Elle était toujours amoureuse de quelqu'un à partir de ses 16 ans. Et souvent, on dit que les filles choisissent les hommes qui ressemblent à leur père. Mais avec Olga, c'est différent. Toutes ses passions étaient des bruns aux yeux noirs. Pas comme son père.
Et donc, ces passions de la princesse d'Olga ont commencé de l'âge de 15 ans et tous ces hommes étaient bruns. Да, конечно, сказать, что у них была простая жизнь при Euh, всей вот этой внешней роскоши. И, on ne peut pas dire quand même que malgré tout ce luxe de leur vie royale, que leur vie était très simple. On ne peut pas le dire. En réalité, nous avons eu quelques pièces de Romanov, et on disait est-ce que c'était leur vie? Les empereurs vivaient aussi simplement et vivaient dans l'or. Mais en réalité, bien sûr, il y avait du luxe et des chambres très bien décorées, mais toutes les autres chambres étaient très simples, selon le style d'Alexandre Féodorovna, l'impératrice. Et elle suivait les principes, le style de résidence anglaise. Donc, il suivait les principes anglais, non pas seulement pour l'éducation de ses enfants, mais également pour la vie dans le palais. Elle se considérait anglaise et elle se vexait beaucoup quand on l'appelait dans la presse libérale l'allemande. Merci beaucoup aux participants qui a posé la question concernant en fait les communications des grandes les relations des grandes princesses. Un autre commentaire. J'ai pu visiter cette exposition, mais j'aimerais bien voir les journaux intimes et les albums de tous les enfants de Tsar. Est-ce qu'il existe une version numérique de tous ces albums et tous ces journaux intimes? Je ne pense pas qu'on peut retrouver une version numérique complète quelque part. Le maximum qu'on peut retrouver sur ces journaux intimes, sur ces albums, a été exposé dans le groupe du média social ВКонтакте. Комментарий был на русском, да. Мгм. Мгм. Donc, je ne suis pas sûre si cette personne peut rejoindre ce groupe sur ВКонтакте. J'étais juste pas sûre si c'est possible. Et donc, dans ce site ВКонтакте a existé un groupe incroyable qui s'appelle l'Inquiète, qui durait un siècle. Et le modérateur de ce groupe maintenant est sur Telegram. Mais la partie principale des documents a été postée sur ce site, dans ce groupe ВКонтакте. Et je recommande beaucoup à ceux qui s'intéressent par ce thème, par ce sujet, de rejoindre ce groupe. En fait, maintenant, je ne sais pas si le modérateur de ce groupe accepte le nouveau participant, mais on peut le faire, on peut y rejoindre ce groupe sur Telegram. Et je vous recommande aussi dans Flickr, on peut y retrouver les albums avec les photos. On ne peut pas retrouver les journaux, malheureusement, mais les albums avec les photos des princesses, de princes, de l'empereur sur Flickr. Donc, il faut mettre en anglais Last Romanovs. En français, ça va être les derniers Romanov. Donc, si vous écrivez Last Romanovs en anglais, vous allez retrouver plusieurs liens sur Telegram et sur Flickr. Donc, c'est ce que je peux vous donner maintenant. Et même dans mon catalogue, j'exprimais
mon, en fait, mon, ma reconnaissance à l'organisateur de ce groupe parce que c'est en fait cette digitalisation des photos était pas gratuite. Et si ce groupe n'existait pas, cette exposition n'aurait jamais eu lieu. Parfait. Ils m'ont beaucoup aidé. En fait, c'est grâce à notre directeur que nous avons pu numériser ces photos. Et justement, il y avait une fille d'origine française dans ce groupe qui s'appelle Claire Geneviève Tchernik, qui traduisait du français vers le russe les lettres de Gilliard qui ont été publiées dans ce groupe. Et je remercie beaucoup cette fille également. Et donc, le domaine des médias sociaux, c'est énorme. On le sous-estime, mais en vérité, on peut trouver beaucoup d'informations formidables qui en fait, qui nous aident beaucoup. Ce site flickr.com, on vous met le lien dans le chat pour que vous puissiez voir les photos. Vous devez juste rejoindre ce groupe, mais pour le faire, il vaut mieux écrire dans le moteur de recherche Last Romanov ou retrouver ce groupe dans Vkontakte, donc Last Romanov en anglais, les derniers Romanov en français. Donc, je voudrais vous demander le nom de ce groupe d'un contact et d'un Telegram. Dans Vkontakte, il s'appelle l'enquête qui a duré un siècle, Следствие длиной век, et un Telegram. Donc, vous pouvez écrire l'enquête, l'investigation en russe avec les lettres latines, Следствие. Et donc, vous pouvez saisir ces noms et donc retrouver ces informations dans Vkontakte ou sur Telegram. Nous avons également un autre commentaire en français. Je vais le traduire. Et donc, et merci beaucoup à la Maison Russe à Bruxelles pour cette découverte du musée Hermitage à Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup que vous avez organisé ce projet. J'espère d'y aller pour visiter ce musée, également voir Moscou. Je suis très optimiste que bientôt, entre l'Ermitage et d'autres musées du monde, il sera organisé des échanges, des pièces et des expositions communes. On espère également. Merci beaucoup pour votre commentaire. Il y avait une autre question au début. Ou est-ce que c'est concernant les salles dans le palais? Est-ce que ces salles de l'empereur ont été conservées et préservées? Est-ce qu'on peut les visiter? Les salles même dans le palais des Verts ont été conservées. Mais en fait, les meubles, les décors ne sont pas authentiques sauf dans la bibliothèque de Nicolas II.
Malheureusement, les intérieurs ne sont pas authentiques, sauf peut-être les murs et le plafond. Merci beaucoup à tous les participants. Pendant que vous parliez de ce groupe de contact, une de nos participantes nous a envoyé le lien pour ce groupe et on a mis le lien dans le chat. Donc, chers amis, vous pouvez suivre ce lien. Merci beaucoup pour cette aide précieuse. Je pense qu'on va vous laisser partir. En vérité, il serait plus simple de répondre aux questions au lieu de parler juste comme ça devant les caméras. Vous savez, les questions, on en aura plus tard. Peut-être. Justement, souvent, les questions arrivent plus tard parce que je vous rappelle que l'enregistrement de cette rencontre va être publié sur le site de la maison russe russhouse.be et sur le canal de YouTube de la maison russe. Et donc, les gens vont voir cette vidéo enregistrée plus tard. Et très souvent, nous recevons les questions plus tard et donc on va les transférer ces questions à vous. Et si on ne pourra pas y répondre nous-mêmes, et donc ce que je propose à tout le monde, si vous avez des questions, posez-les, envoyez-les à nous. On va essayer, bien sûr, on va de vous y répondre. Désolée, je dois vous interrompre. En fait, quand nous avons présenté ces journaux intimes, on les a feuilletés nous-mêmes. Moi, bien sûr, je l'ai fait avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention. Et comme le Tsarevitch Alexei avait commencé assez tard ces journaux intimes, parfois il était malade et ces journaux intimes ces agendas étaient remplis par ses professeurs, par Alexandre Fyodorovna. Et par exemple, parfois, il avait la flemme. Et très souvent, il écrivait, dans ce cas, une phrase qui était très touchante, comme d'habitude. Tout est comme d'habitude. Donc, sur plusieurs pages, on pouvait retrouver cette phrase, comme d'habitude. Une phrase très philosophe. Dans le chat, vous pouvez retrouver notre adresse électronique où vous pouvez nous contacter avec vos questions, avec vos commentaires. Je vous rappelle l'adresse de notre site où vous pouvez retrouver l'enregistrement de cette vidéo. C'est www.russhouse.be. Maintenant, je voudrais remercier. Et encore, en fait, la même participante qui nous a envoyé le lien pour le groupe de contact, elle l'a retrouvé également sur Telegram. Et donc, vous pouvez le retrouver dans le chat. Et Yulia Valerievna, nous sommes très reconnaissants à cette formidable exposition de cette conversation sur la vie des enfants de Romanov, dont la vie n'a pas été simple et dont la fin était tragique. Mais cela fait partie de notre histoire, de notre passé, de notre civilisation, et cela a été très important de voir avec vos commentaires. On a eu vraiment énormément de chance de voir cette exposition et d'écouter vos commentaires, explications. On vous remercie pour votre participation dans cette réunion. Je vous rappelle que c'était Yulia Plotnikova, la chercheuse principale du département de l'histoire de l'Ermitage russe et PhD en histoire.
Yulia Valerievna, c'est notre dernière locutrice dans l'Ermitage. Je vous invite tous à notre prochaine réunion dans le cadre des soirées de l'Ermitage qui aura lieu en avril, également en ligne, et qui sera consacrée aux traditions russes de Pâques. Cette année, le Pâques coïncide avec le Pâques catholique, dont beaucoup voient un sens symbolique. Il aura lieu le 20 avril et donc la prochaine réunion de l'Ermitage sera consacrée aux traditions russes de fêter les Pâques et comment ces traditions ont été reflétées dans les arts, dans les collections de ce formidable et magnifique musée. Encore une fois, je remercie Yulia Valerievna et à tous les organisateurs. Et si vous voulez dire quelques mots de conclusion, on serait très reconnaissant. Vous savez, je peux vous parler sur ce sujet infiniment. J'aurais aimé parler de tous ces enfants qui sont devenus pratiquement comme les miens pour moi et j'espère que le lien pour ce catalogue pourrait vous aider. Maintenant, vous avez le programme qui peut vous faire la traduction automatique en ligne, donc j'espère que ce ne serait pas un problème. Mais avec vous, je pense qu'on va se voir encore en juin, parce que maintenant nous avons une petite exposition sur les cérémonies matrimoniales de mariage en Russie. Et donc, on pourrait également parler sur ce sujet également. Parfait. Je serais très contente de répondre à toutes les questions qui me seront transférées. Merci beaucoup. Et bien sûr, cette réunion consacrée aux traditions du mariage qui aura lieu en début de juillet, qui va en fait commémorer le jour de l'amour et de la famille et de la fidélité. Et merci beaucoup à tous les participants, à tous les collègues de l'Ermitage. On vous remercie beaucoup, Yulia Valerievna. On vous invite tout le monde à nos prochaines réunions en avril et prenez soin de vous. Au revoir. Thank you.